Bonjour et bienvenue dans le dernier épisode de notre podcast consacré à la santé mentale en entreprise. Lors du précédent épisode, nous avons découvert comment le CHUV, l'une des plus grandes institutions du canton de Vaud, soutient ses employés en cas d'arrêt maladie et les aide lors du retour à l'emploi. Mais qu'en est-il pour les PME ? Quels sont les moyens à leur disposition ? Pour répondre à cette question, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sophie Cook. Elle a fondé Evolutive, une société qui accompagne les PME tout au long de l'année dans la gestion de l'administratif, des finances et des ressources humaines. Elle est donc fréquemment confrontée à la question du retour au travail. Bonjour Madame Cook, et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation à participer à ce podcast. Merci, avec plaisir. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, nous donner des informations sur votre parcours de formation et votre parcours professionnel ? Donc, ma formation, j'ai commencé en fiduciaire. J'ai travaillé pendant 15 ans en fiduciaire. Ensuite, par un petit tour du destin, je me suis retrouvée comptable dans une société, dans une PME de loisirs. Et puis, je suis restée là-bas pendant aussi une quinzaine d'années, en passant à différents postes de la comptabilité à la direction. Et puis à la direction générale du site, qui incluait un hôtel, un centre thermal et un centre médical. Et puis à 50 ans, peut-être crise de la cinquantaine, on ne sait pas, mais à 50 ans, je me suis dit qu'il était temps pour moi de pouvoir mener ma propre barque, donc j'ai créé ma propre entreprise avec mes valeurs qui me sont chères, en particulier l'honnêteté et puis surtout la communication, de pouvoir se dire les choses telles qu'elles sont, pas forcément en prenant des chemins détournés. Voilà. Très bien, merci. Du coup, si je comprends bien, votre entreprise accompagne les PME pour tout ce qui est question notamment RH. Et du coup, quel suivi est-ce que vous offrez aux collaborateurs qui sont en arrêt de travail pour les différentes PME où vous intervenez ? Alors, en effet, j'interviens, je supplée les RH dans des PME qui sont plutôt des startups, qui n'ont pas encore forcément les moyens de pouvoir se payer un RH à plein temps. Alors, quel suivi on fait ? Alors, je dirais que le suivi, il dépend d'une part de la direction, d'autre part des collaborateurs. Clairement, on a une espèce de zone grise, parce que c'est vrai que si on écoute ce que la loi dit, on ne doit pas être intrusif pour le collaborateur qui est malade, mais en même temps, il y a des collaborateurs qui ont besoin d'avoir ce lien et un suivi et se sentir épaulés dans cette période-là. Je pense qu'il faut vraiment essayer d'analyser un petit peu quels sont les besoins spécifiques du collaborateur et jusqu'où on peut aller. Ça peut être peut-être d'envoyer un petit WhatsApp ou un message toutes les semaines, ou de téléphoner une fois de temps en temps, ou alors peut-être même de voir le collaborateur régulièrement. Et puis surtout, alors moi la chose que je mets tout de suite en place, c'est de rassurer déjà le collaborateur par rapport à sa place de travail, parce que ça, je pense que ça enlève déjà une grosse dose de stress aux collaborateurs. Et puis, j'essaye très rapidement de mettre un cadre en disant qu'on doit être honnête et on doit se dire les choses. Parce que plus on se dira les choses et plus on pourra intervenir et être efficace dans l'intervention. Il faut trouver l'équilibre entre les ressources professionnelles, les besoins du collaborateur. Et puis, il faut être proactif, mais sans être intrusif. Selon vous, quels sont les principaux défis que l'on rencontre quand on accueille une personne après une longue absence ? Je pense que c'est un ensemble de défis. De un, vous allez avoir le collaborateur qui va revenir avec une certaine dose de culpabilité. Vous avez une équipe qui a dû fonctionner soit en effectif réduit, soit avec un nouveau collègue pendant quelques temps. Donc qui a été un peu malmené, si on peut utiliser ce terme-là. Et puis, vous avez aussi la direction ou les cadres qui attendent certaines choses du collaborateur. Et puis après, si on prend l'image globale, en prenant un tout petit peu de recul, c'est vrai qu'il faut réussir à faire cohabiter toutes les attentes, toutes les appréhensions, tous les jugements de chacun ensemble pour faire en sorte que ça fonctionne en fait.
je pense que la base de tout, c'est la communication. Donc, quand une personne va revenir, déjà, il faut être clair avec le collaborateur de qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il peut faire. Ensuite, il faut être aussi clair avec les équipes en mettant un cadre, en disant c'est clair que ce n'est pas parce que la personne revient qu'il n'y a plus rien, que tout va bien, en fait. Que vraiment, la reprise de travail, c'est une période spécifique. Et cette étape-là de retour au travail, elle peut durer 2 mois, 3 mois, comme une année. Donc, si je comprends bien, selon vous, le retour se prépare déjà en amont? Alors, c'est clair, bien sûr, le retour se prépare et se prépare avec tout le monde, en fait. C'est vraiment un travail d'équipe. De nouveau, je veux dire, je pense que c'est le leitmotiv de ce podcast, mais à un moment donné, la communication et l'honnêteté dans ce genre de situation, c'est ça qui va faire qu'il y aura un succès à l'arrivée. Plus c'est préparé et meilleures sont les chances de succès, en fait, de la reprise de travail. Et alors, quelles sont les particularités d'un suivi de reprise pour une personne qui est atteinte dans sa santé psychique? Si on reprend la particularité du suivi de reprise dans le cas d'une atteinte psychique, à 90% des cas, c'est que le collaborateur, il va vouloir trop en faire. Il va vouloir aller trop vite, plus vite que la musique. Donc, je pense que le plus grand monitoring à faire, c'est justement celui-là. C'est de vérifier que la personne n'en fait pas trop. Donc, dans cette préparation au retour à l'emploi de la personne en arrêt, quelles sont les informations que vous partagez avec l'équipe? Je dirais que ça dépend déjà principalement de la personne, du collaborateur qui est en arrêt. Il faut vraiment parler avec lui. Je pense que de réussir à poser une image claire de quelle est la situation et d'où revient la personne, ça va faire en sorte que les gens autour vont pouvoir comprendre. Donc, pour moi, les informations partagées à l'équipe, c'est clair qu'on va partager que des informations que le collaborateur en arrêt aura validées. Et puis, je dirais qu'à l'inverse, moi, je vais aussi partager aux collaborateurs les besoins de l'équipe et qu'est-ce qu'ils ont vécu en fait pendant l'absence. Parce que clairement, le collaborateur qui revient, il doit aussi savoir où il va mettre les pieds en fait. Et donc, quel état d'esprit est l'équipe et comment ça se passe. Puis souvent, les gens qui ont une maladie psychique, ils le cachent très, très bien. Donc c'est vrai que par rapport à ça, de nouveau, l'honnêteté, la communication et puis la discussion, la mise en réseau. On a eu un cas, vous et moi, Madame Follietta, il n'y a pas très longtemps, mais c'est vrai que, je veux dire, dans cette situation, ce qui a fait le succès de la prise en charge, en fait, c'est qu'on s'est mis en réseau. On s'est mis très rapidement en réseau avec l'assuré. Oui, vous disiez, quand on préparait ce podcast, il faut rendre l'environnement acteur du retour à l'emploi. Et quels sont les coûts d'accueillir un collaborateur ou une collaboratrice après un long arrêt maladie? L'impact qui a le plus d'importance, en fait, c'est forcément tout de suite ce qui vient à la tête des dirigeants de PME, c'est l'impact financier. Parce que forcément, vous allez avoir des aménagements qui vont être faits, vous avez quelqu'un qui va revenir avec une moins bonne rentabilité, si on peut dire ça comme ça. Le gros impact, il est aussi sur l'équipe. L'équipe qui est restée pendant que la personne était en arrêt, l'équipe qui doit réaccueillir cette personne, là c'est un impact qui est moins quantifiable, qui est plus humain, mais qui peut avoir des incidences au niveau financier après. Ce que j'ai souvent vu, c'est une équipe qui n'était pas préparée à un retour. Souvent, on voyait qu'il y avait l'effet boomerang, c'est-à-dire que vous avez peut-être 2 collègues qui ont pallié à l'absence d'une collègue pendant que la personne n'était pas là. Donc, elles ont eu beaucoup plus de travail, plus de stress, plus de tout. Mais alors finalement, quels sont les bénéfices pour l'équipe d'avoir un collaborateur ou une collaboratrice qui revient? Alors, les bénéfices pour l'équipe, je pense que ce n'est pas des bénéfices immédiats, mais c'est plus des bénéfices globaux sur une image de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on donne clairement l'indication aux collaborateurs que dans notre entreprise, c'est possible, enfin, si on est malade, ma foi, ça fait partie de la vie, qu'on a le droit d'être malade, mais qu'on a le droit de revenir, et puis que ce n'est pas parce qu'on a été malade que, hop, on part sur une bonne d'arrêt d'urgence, quoi.
Je pense que ça aide à améliorer la confiance générale des collaborateurs vis-à-vis de l'entreprise. Je pense aussi que le fait d'avoir une entreprise qui soutient un collaborateur, ça montre aussi toute une partie humaine et empathique de l'entreprise. Et puis, c'est aussi de garder les compétences finalement dans l'entreprise. Alors, c'est clair que on sait que quand on perd un collaborateur, le coût pour reformer la personne qui revient, est relativement élevé. On sait que dans une place de travail, avant qu'un collaborateur soit à 100%, il faut au minimum 3 mois. Donc oui, bien sûr, ça a un coût. Quelles sont les compensations ou quelles sont les aides financières qu'une entreprise peut recevoir pour pallier finalement à cette thématique financière? Alors, il y a déjà toutes les aides qui sont liées à l'AI. En l'occurrence, pour certains collaborateurs, nous, on a eu une aide à 80% de leur salaire pendant un certain nombre de mois. L'AI s'est substitué à l'assurance perte de gain, ce qui a aussi enlevé un gros stress pour le collaborateur et pour l'entreprise, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, l'assurance a plutôt tendance à booster les reprises au travail, peut-être même trop les anticiper, avec risque de rechute. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'une situation d'un collaborateur ou d'une collaboratrice qui a eu un arrêt de travail pour motif psychique et qui est revenu à son poste de travail habituel? Alors, c'est un cas qu'on a eu ensemble, où bel et bien, cette personne a d'abord eu un diagnostic pas psychique. Au moment de la reprise, après cette maladie-là, il y a eu une décompensation psychique qui a fait que la personne s'est retrouvée de nouveau à l'arrêt. C'est vrai que du coup, puisqu'il y avait eu cette première maladie, c'est quelqu'un qu'on voyait régulièrement, avec qui on avait des points de situation réguliers. Et cette personne-là, on avait réussi aussi à mettre un cadre de confiance vraiment en place. Ça veut dire que les choses étaient faciles, la communication était vraiment complètement transparente. C'est pour ça que très rapidement, on a pu constater que son état, en fait, s'améliorait pas. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'au moment où moi, je me suis rendu compte que ça risquait de durer, en fait, plus longtemps et que ce n'était pas si évident que ça, moi, j'ai proposé de faire une démarche de détection précoce, ce qui fait que très rapidement, vous m'avez contacté. Et puis, c'est vrai que très rapidement, on a pu parler de cette reprise de travail qui a été mise en place, où on se retrouvait avec les difficultés qu'on connaît, c'est-à-dire face à une personne qui avait envie de reprendre directement à 100%. Tout à fait, D'ailleurs, oui. ça nous a fait sourire au départ, parce que quand la personne nous a dit non, mais moi je reprends tout de suite à 100%, on lui a dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Et puis, c'est vrai que cette reprise, elle a été faite, on a initié cette reprise à 20%. Avec une partie à la maison, mais en mettant tout de suite le doigt sur le fait qu'il fallait pouvoir venir au travail, parce que cette reprise avec une resocialisation après plusieurs mois passés à la maison sans voir personne, le regard des collègues, le regard porté sur soi-même aussi, en disant je suis plus bon ou bonne à rien, ma vie est compliquée, je sers à rien, enfin voilà. Il y avait beaucoup de culpabilité aussi. Beaucoup de culpabilité. Oui. Et c'est vrai que voilà, on a initié ça. Et pour moi, on en a beaucoup discuté aussi, mais pour moi, ça a été un succès, même si c'est une situation qui débouche sur une pause provisoire, parce qu'on s'est rendu compte tous que la reprise au travail était trop tôt, en fait, c'était trop tôt. Mais du fait de la communication, de la mise en réseau, etc., le passage à une demande pour une rente AI a été fait, je dirais, relativement positivement et dans la douceur et non pas dans la douleur. Du coup, cette personne maintenant a arrêté de travailler, est au bénéfice d'une rente AI pour pouvoir prendre soin de sa santé. Mais on a déjà planifié
que le jour où la personne pourrait reprendre, du coup, les portes seraient ouvertes. Donc, pour moi, c'est vraiment une situation qui est tout bénef, parce que du coup, alors, je vais parler très crûment, mais l'employeur n'a pas perdu de temps. C'est-à-dire qu'on a très vite vu, on a très vite pu tenter une reprise de travail, on a très vite vu que ça n'irait peut-être pas forcément au bout, on a très vite pu prendre les mesures qui étaient nécessaires et puis surtout on a pu accompagner le collaborateur pour pas qu'il se retrouve dans un grand désert de je ne sais pas quoi faire, comment je vais m'en sortir et puis avec des angoisses financières qui viennent se rajouter là-dessus. On aime bien terminer nos épisodes de ce podcast avec la question, mais finalement, qu'est-ce que vous diriez à un employeur, une PME, qui se pose la question de la réinsertion professionnelle et puis qui se pose la question d'investir de son temps, d'investir son côté aussi financier dans l'accueil d'une personne qui revient d'un arrêt maladie? Je leur dirais, allez-y, foncez, faites-le. Maintenant, on ne peut pas le faire sans préparation. C'est quelque chose qui se réfléchit, qui se prépare, qui se discute. Forcément, il y a un coût, bien sûr, il y a un coût, mais en même temps, le coût est vraiment réduit par les aides qui sont proposées par l'Office AI. Et puis, il y a un bénéfice qu'on ne doit pas oublier, c'est surtout le bénéfice humain, le bénéfice d'image, et puis celui-là, il est énorme. Et dans les entreprises où j'interviens, pour lesquelles on a suivi ce processus-là, et on l'a mis en place, avec succès, c'est clair que le rapport coût-bénéfice, il est positif en fait. C'est bénéficiaire pour tout le monde. Ça a été bénéficiaire pour les équipes qui sont beaucoup moins stressées. Dans des petites PME, on le voit, et surtout dans les startups où généralement tout le monde a tendance à être, excusez-moi la vaudoiserie, mais au taquet tout le temps. On a retrouvé un petit peu d'humanité, c'est-à-dire c'est OK d'être à fond, c'est OK aussi d'avoir des jours où on est moins bien. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a plus de transparence. Je pense que sur le global, c'est hyper positif de réussir à avoir cette transparence-là. Et d'être un employeur finalement qui est juste humain. Merci beaucoup. Avec plaisir. Dans les 2 épisodes précédents, nous avons abordé la question du suivi pendant un arrêt de travail pour des raisons psychiques et l'accompagnement au retour à l'emploi. Nos intervenantes ont souligné 2 points essentiels. Maintenir le lien avec la personne en arrêt maladie en tenant compte de ses besoins et préparer le retour au travail tant pour la personne en arrêt que pour les cadres et l'équipe. Cependant, nous avons bien compris que pour un employeur, gérer l'absence d'un collaborateur ou d'une collaboratrice peut être délicat. Il s'agit de trouver un équilibre entre ne pas être trop intrusif et offrir un soutien suffisant. La clé réside dans une communication transparente et honnête, permettant à chaque partie, employé comme employeur, d'exprimer ses besoins et de trouver ensemble des solutions adaptées. Bien sûr, créer un environnement qui favorise le retour à l'emploi nécessite un investissement, ce qui implique des coûts. Cependant, les bénéfices en termes humains et d'image sont bien plus significatifs. En effet, les collaboratrices et collaborateurs se sentent en sécurité et ne craignent pas un éventuel licenciement. Cela renforce leur attachement à l'entreprise et leur engagement, tout en permettant à l'entreprise de conserver des compétences professionnelles essentielles à sa croissance et à son développement. Au cours des 2 épisodes, les intervenantes ont évoqué des situations où l'assurance invalidité a joué un rôle crucial dans l'accompagnement du retour au travail. Malheureusement, cela reste peu connu, mais l'AI propose de nombreuses mesures de réadaptation, non seulement pour soutenir ses bénéficiaires, mais aussi pour aider les entreprises confrontées à des arrêts maladie de longue durée. L'intervention de l'AI, qu'il s'agisse de problématiques physiques ou psychiques, vise à permettre un retour progressif à l'emploi en tenant compte des ressources et des limitations de la personne. Ce soutien permet non seulement de réduire la charge financière pour l'entreprise, mais aussi d'assurer un cadre adapté pour le retour au travail de la personne atteinte dans sa santé. S'annoncer auprès de l'AI peut être une démarche difficile pour les personnes concernées. Le terme invalidité peut faire peur, être perçu comme stigmatisant, voire source de honte.
À travers ce podcast, nous tenons à souligner qu'une démarche auprès de l'AI n'est pas une fin en soi et ne signifie en aucun cas que les personnes concernées ne sont plus aptes à travailler. Bien au contraire, très souvent, les personnes accompagnées par l'AI parviennent à retrouver le chemin de l'emploi. L'AI dispose d'un large panel de mesures qui permet d'accompagner au mieux les bénéficiaires, mais également les employeurs. Nous arrivons au terme de ce podcast. Nous espérons que les différents épisodes vous ont permis de mieux comprendre les enjeux liés à la prévention, la détection et l'intervention en matière de santé mentale en entreprise. Nous vous rappelons que l'AIVO dispose d'un site dédié à ce sujet, sme.aivd.ch. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de conseils. Sophie et moi avons été ravis de vous présenter ce podcast. Nous tenons à remercier chaleureusement nos collègues du service de la communication, Élodie Burgui et Katia Biancospino, pour leur travail en coulisses qui a rendu ce projet possible. Nous remercions également tous les intervenants qui ont généreusement partagé leur temps et leur expérience. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure et n'oubliez pas, Prenez soin de vous.